inti mama rasaki, inti mama rabas, inti mama rasaki, inti ammu, inti maritu. Merci d'être encore avec nous cette semaine pour votre émission Nous les femmes, audacieuses, talentueuses, fortes, elles le sont. Nous allons découvrir aujourd'hui ensemble à travers cette émission le portrait de Bouchra, une artiste comédienne, et ensuite santé au féminin où nous allons parler des contraceptifs, style de vie. Camara sera là avec nous sur le plateau où nous allons parler de la mode. Et pour finir, entre nous, les femmes sont-elles matérialistes? Ah non, 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 nous ne le sommes pas. Maintenant, on va le découvrir tout à l'heure à travers cette émission, Nous les femmes. Bienvenue sur le plateau de votre émission, Nous les femmes. Alors, Bouchra, ça va? Ça va bien, Magdi, et toi? Ça fait quoi de chanter, d'être aussi actrice? Il y a de la magie dedans, je crois. Il y a de la magie dedans. Oui. Alors, c'est Bouchra Khalil qui est avec nous sur ce plateau. À ma gauche, nous avons le gynécologue Manikassé Palouma. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ensuite, en mode, où nous sommes avec Camara. Bonjour. Bonjour Camara. Ça va, ça se passe bien ici? Bon, ça fait du bien de prendre ma température et de savoir comment je vais. Merci, Super. je vais très bien. Alors, nous allons passer maintenant, ou plutôt aller rencontrer Rolande, Déon Rolande de l'autre côté, pour nous faire le portrait de Bouchra Khalil. Merci Madi, salut à tous. Dans cette rubrique, mon travail consiste à vous amener à la découverte d'une reine, d'un trésor caché, bref, d'une femme battante. La reine d'aujourd'hui s'appelle Bouchra Khalil Alio. Allons à sa rencontre. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Ça va, je vais bien aussi. Avancez. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici. Alors, les téléspectateurs de Nous les femmes voudraient mieux vous connaître. Qui est Bouchra Khalil? Bouchra Khalil Alio est une jeune fille actrice et chanteuse. Elle est également communicatrice et activiste. Elle est la 5e de la famille. Peut-on avoir une idée sur le parcours de Bouchra? J'ai fait un bac A. Ensuite, j'ai intégré l'université privée, submanagement, dans lequel j'ai fait un BTS en gestion commerciale. Et ensuite, j'ai fait la licence en marketing et communication à l'université africaine de management et de l'innovation. Quel est votre but dans la musique? À travers ma musique, j'arrive à transmettre des messages, à défendre les causes qui sont justes pour moi. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Bien avant cela, quand j'étais toute petite, à la maison, papa écoutait beaucoup de la musique classique, mais tellement beaucoup, ainsi que mes grandes sœurs. À chaque fois qu'elle faisait le ménage un dimanche, elle mettait la chanson de Whitney Houston, de Mariah Carey, et je les voyais tantôt chanter, tantôt fredonner, surtout beaucoup plus Monira en fait. Elle aimait beaucoup chanter et je pense que c'est à partir de là que la passion de la musique a commencé. Et je l'accompagnais aussi souvent faire ses répétitions et ses prestations à l'IFT. Donc à partir de là, j'ai pris goût dans le monde de la musique. Ensuite, je commençais à faire des interprétations au collège. J'ai aussi intégré un groupe de chorale. Et puis au lycée, je commençais à composer mes premiers textes. Ensuite, j'ai participé à des compétitions au lycée. Après, j'ai participé à des compétitions nationales. Ensuite, j'ai aussi participé à la première édition de The Voice Afrique francophone.
c'est à partir de là que tout a commencé. Voilà. J'ai aussi fait des featuring avec quelques artistes tchadiens. Après, je commençais ma carrière toute seule, quoi. Vous êtes aussi actrice. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans le cinéma? Moi, j'adore être sous le feu du projecteur. J'aime beaucoup ça. Donc, je pense que à 50%, c'est pour ça déjà. Et aussi l'idée de se mettre dans la peau des autres pour exprimer la tragédie humaine, le fait de se poser des questions sur la vie, les thèmes qu'on met sur place pendant les plateaux de cinéma. Ça, c'est des choses qui me passionnent beaucoup. Est-ce facile pour une jeune fille au Tchad d'être actrice? Au début, c'était assez compliqué parce que moi, je ne connaissais pas bien le monde. Je ne savais pas comment ça se passait exactement. C'est un monde un peu compliqué, je dirais. Mais j'ai appris à comprendre, à prendre des mesures et aujourd'hui, ça va. En dehors de la musique et du cinéma, que faites-vous dans la vie? Alors, en dehors de la musique et du cinéma, je suis également activiste dans plusieurs associations qui sont basées sur les violences basées sur le genre. Et je suis également responsable événementiel dans l'endroit où je travaille. Ok. Le plateau de Nous les femmes, c'est notre espace. Alors, est-ce que vous avez un conseil, ou je veux dire, un message particulier à adresser aux jeunes filles qui vous suivent en ce moment? Moi, je les encouragerais à faire beaucoup plus que moi. Je ne voudrais pas qu'elles soient comme moi parce que chacune a ce truc spécial en elle là. Je leur dirais également que les décisions, peu importe ce que les gens nous disent, au fond de nous, on sait ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire. Donc, il ne faut pas se laisser abattre par ce que les gens disent. Il faut toujours avoir cette pensée positive-là en soi et de foncer vers l'objectif. Il y a un héros qui sommeille en toi. Ne sois pas effrayé de qui tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Merci. C'était Bouchra Khalil. Il faut continuer, hein, la chanson, c'est pas terminé. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai retenu une phrase. Il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire. C'est pas facile, hein, au fond de soi. Oui, ce n'est jamais facile en fait. Des fois, vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, mais la société, parfois la famille, la société est là pour vous dire, et toi ne fais pas ça, oui. Tu aurais dû peut-être faire ça. C'est pas mieux si tu fais ça et oui. Tout. Et... Par contre, toi tu sais que c'est ça ce que tu veux, c'est ton objectif. Donc peu importe ce que vous dites, moi je suis focus. Focus. Exactement. Restons focus. Focus avec Camara aussi. Vous venez de suivre son portrait, hein? Ouais. Si on vous disait de dire quelque chose de Bouchra, qu'est-ce que vous allez dire? En fait, Bouchra est juste extraordinaire. C'est vrai qu'elle est un peu partagée, oui. Mais vraiment il y a un peu de tout dans ce que Bouchra fait. Sa personne est juste spéciale. La voix, on n'en parle plus. On parle plus. Ouais. Elle est le reflet de ce qu'elle fait. Ouais, peut-être même un peu plus. Ah. C'est ça. On te met du bon ce matin là. C'est ça. Docteur? Je crois que c'est une formidable. Vous êtes gynécologue, ouais, vous êtes déjà habitué aux caprices des femmes, au changement d'humeur. D'ores et déjà, je l'apprécie énormément parce que c'est pas facile de trouver une femme à la fois musicienne et comédienne. Oui. Vraiment, à son âge déjà, elle a fait un gros effort. Et elle a un objectif qui est très clair pour oui. Les difficultés de la vie. Tout à fait. Et j'aurais souhaité qu'elle essaie d'orienter ses défenses vers le côté féminin. Vous avez déjà participé à The Voice francophone, c'est ça? Oui, oui, j'ai participé à la première édition en 2016. Ça s'est passé à Johannesburg. Oui, oui, j'ai un peu suivi, oui. Comment ça s'est passé? Ah. Se frotter aux autres et ensuite ressortir soi-même? Oui, c'était vraiment pas du tout facile parce que moi je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça.
En plus, je me suis retrouvée à être la seule et l'unique tchadienne là-bas. C'était vraiment compliqué entre les interviews, les répétitions, le temps de repos. C'était vraiment... c'était full. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu acquérir tellement d'expérience dans ce domaine-là, des petites formations de gauche à droite, des petits cours de chant. Et surtout le côté développement personnel aussi, quand on se retrouve seul face à des situations comme ça, je pense qu'il n'y a plus personne d'autre pour nous épauler à part notre héros à nous, comme je le disais dans l'une de mes chansons. On va parler un peu de votre côté actrice, dans la peau d'une autre. Mais c'est un peu ça, quand on est actrice, c'est-à-dire il faut porter un personnage que nous ne sommes forcément pas en fait. Exactement, c'est ça le but même. Vous avez joué dans combien de films? J'ai joué dans 3 courts-métrages. Un avec H. Ali Mustafa. Ça parle de quoi le film? Le film parle de l'histoire d'une jeune fille de 16 ans ayant un père agonisant et orpheline de mère, qui se bat dans la société pour pouvoir réaliser ses rêves en fait. Elle est passionnée par la musique et elle aimerait devenir une grande star un jour. Par contre, elle a son oncle, le grand frère à son père, qui n'accepte vraiment pas du tout l'idée. Lui, ce qu'il voudrait, c'est plutôt voir sa nièce mariée avec un mari, un foyer, des enfants. Et puis voilà, ça se passait autour de cette histoire, quoi, le court-métrage. Ce n'est pas par hasard votre propre histoire? Non. Elle est différente alors. Très différente. Docteur, vous regardez souvent les films tchadiens ou non? Bon, le week-end souvent, généralement. Malheureusement, je n'ai pas eu à voir ces films, mais vraiment, ça serait formidable. Et je me pose la question, est-ce que, en faisant tout ceci, est-ce qu'elle n'est pas contrariée par la famille, les parents, tout ça? Est-ce qu'elle n'est pas vilipendée par quel groupe de Tchadiens qui n'aiment pas toujours... parce que la femme est... D'ailleurs, est-ce qu'elle est mariée? Parce que c'est le problème. Si elle est mariée, c'est des difficultés. Il faudrait comprendre le mari, sa femme est là, quelque part en train de faire le tri, où les yeux sont braqués sur elle. Si le mari n'est pas jaloux, c'est encore bon. Maintenant, comment est-ce qu'elle s'en sort avec ces difficultés-là? Ça, c'est une question. Ok, alors, je vais commencer par la première question. C'est que au début, bon, dans la famille, il n'y avait aucun problème. De toute façon, papa aimait beaucoup écouter de la musique. On nous encourageait d'ailleurs à faire de la musique. C'est d'ailleurs papa qui m'a proposé mon nom de scène. D'accord. Par contre, côté société, groupe d'amis et tout ça, milieu artistique, c'était un peu très compliqué au début parce que je ne connaissais pas vraiment comment ça fonctionnait. C'est comme arriver devant une belle maison et apprécier la porte. Ah, mais écoute, la porte elle est jolie et tout. Et c'est lorsque tu ouvres la porte que tu découvres en fait. Ce qui est à l'intérieur. Oui, le dégât et le bazar, tout le bazar qui est à l'intérieur. Donc au début c'était vraiment pas facile. J'ai même pris presque 1 an ou 2 ans à observer les gens. J'avais peur de me lancer et voilà. Après, un bon jour comme ça, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, ça suffit, c'est terminé, il faut foncer. Vas-y. Voilà, j'ai commencé et puis voilà, aujourd'hui, je peux voir quelqu'un venir de loin et prendre mes précautions. C'est bien. Ouais, donc ça va. Vous ne vous laissez plus atteindre? Pas du tout. C'est bien ça. Et me demander si j'étais mariée. Non, je ne suis pas encore mariée. Et de toute façon, je pense que la personne que je vais épouser sera forcément une personne qui sait déjà ce que je fais. Ce sera aussi une personne qui me connaît déjà, comment je fonctionne. Soit tu acceptes ça, soit... il n'y aura pas de mariage. Est-ce que franchement, la musique et moi, c'est... Je ne peux pas abandonner ça. Sûrement un autre artiste, parce que si c'est pas un autre il peut être une personne qui est dans le milieu, qui comprend comment ça se passe. Ce n'est pas facile de comprendre ce milieu. Oui, c'est ça. Peut-être Camara va comprendre. Après, mieux. Il faut dire qu'entre moi et elle, c'est peut-être elle qui va me comprendre, parce que moi, je suis toujours dans les loges. Mais...
Ah là là. Donc, Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Docteur, vous avez compris? Oui. Il dit c'est lui qui est dans les loges. Et dans les loges, il y a les mannequins, il y a tout. Donc voilà, c'est pour dire que j'apprécie beaucoup un peu la force des caractères, l'intelligence et le travail qui va avec. Oui. Mais je me dis, il n'y a pas de souci côté famille, mais il faut dire peut-être que la route a été balayée aussi. Parce que quand j'entends Monira parler, ça va pas être la même chose. Ça c'est vrai. Donc voilà. C'est pas faux. Donc j'ai profité pour te dire, pour te poser une question. Oui. C'est-à-dire, nous on a toujours tendance à faire vivre la passion. C'est-à-dire, si tu me demandes aujourd'hui, je te dirais que j'ai fait plus vivre la mode que la mode ne me fait vivre. Est-ce que c'est le même cas avec toi? Un peu oui. Parce que quelquefois, moi je me dis avant d'aller faire une prestation, avant d'aller chanter ou je sais pas, il y a ce genre de préparation là. Il faut aller chez le coiffeur, il faut une tenue de scène, il faut se rafraîchir le visage, il faut ceci, il faut cela. Et là ça demande déjà un budget. Et quelquefois le cachet qu'on nous donne ne couvre pas ce côté budget là. Nous allons passer à la seconde rubrique, santé au féminin. Pourquoi faire la contraception? On va regarder ce reportage et on revient tout de suite à vous. Parlant de la santé de la reproduction, on a toujours en tête une préoccupation, la santé et le bien-être de la femme. Beaucoup de procédures sont ainsi mises au point pour contribuer à l'épanouissement de celles qui participent activement à la procréation. Parmi ces méthodes, il y a celle qui participe à l'espacement de naissance et qui est connue de tous, la contraception. Il faut classer les différentes méthodes de contraception en 3 groupes. La méthode dite hormonale, qui est basée essentiellement sur l'utilisation des hormones. Il y a la méthode mécanique, qui utilise, comme son nom l'indique, des matériels qui vont empêcher de manière mécanique la conception, comme les préservatifs. Et ensuite, il y a la dernière méthode, c'est la méthode naturelle, qui va se baser sur l'observation de l'ovulation, donc à partir du 14e jour. Et donc, il y a une méthode qui permet d'encadrer, c'est le 14e jour, et qui évite la conception. Quelques femmes ont accepté de témoigner. Chacune donne son avis. Arrivé 10e enfant, je n'avais pas la force. Donc on m'a dit de venir placer le produit. Donc on m'a placé. J'ai le poids, j'avais beaucoup de règles. Quand ça me commence, je te dis, si je pars à la douche, c'est comme si 1 litre d'eau même que j'ai perdu du sang. Et je n'avais pas de force. Si tu ne veux pas les enfants, là, ne fais pas l'amour. Si tu veux avoir les enfants, demande, on apprend ça à l'école les jours de fécondation. Que de prendre les pilules là, ce n'est pas bon. Si Dieu me donne l'enfance, j'accouche. Si je ne veux pas, ça va. Il ne veut pas, on s'arrête là. Que de prendre les pilules là, je ne peux pas. Il y a certaines femmes, elles viennent directement. On veut pour 3 mois. Parce qu'elle apprend dans le quartier ou soit avec les amis. Elle va venir te dire seulement je veux pour 3 mois. C'est à toi, la sage-femme, de l'orienter. Mais nous ici, on l'écoute. On finit de l'écouter. Après nous aussi, on va l'aider. On va lui dire, si on te dit de prendre pour 3 mois, tu vas prendre. Après, il y aura des troubles. La femme va saigner. Quand elle va saigner, elle va revenir. Nous, on a des pilules micro-junaux qu'on va l'expliquer. Elle va prendre, ça va régulariser. Elle n'aura plus de complications. Les contraceptifs sont à la disposition de toutes les femmes. Cependant, selon le médecin, il y a des préalables à observer. Il y a des conditions. Il faudrait qu'on fasse d'abord un certain nombre de bilans, parce qu'il y a des contre-indications. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ne sont pas habilitées à prendre des contraceptions de type hormonal. Par exemple, une femme obèse ne doit pas prendre des hormones. Une femme
qui a le diabète, elle peut prendre l'hormone, mais pas les pilules combinées. Donc, les progestatifs purs. Donc, une femme qui a un problème cardiaque, donc elle ne peut pas prendre les hormones. Et donc, une femme qui a l'hypertension, donc elle ne peut pas prendre les hormones, donc les pilules hormonales. On doit indiquer chez une femme ayant l'âge de procréer. C'est-à-dire, dès que vous avez commencé vos règles, donc vous pouvez normalement commencer à prendre la contraception. Et là, pendant un temps donné. Toute femme ménopausée, elle peut prendre les pilules et avoir normalement les règles, comme toute femme normale. Et donc, il y en a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles ne veulent pas être ménopausées. Et la ménopause, c'est un phénomène physiologique normal. La ménopause à partir de 45 ans. Et donc, il est dit qu'une femme ne doit plus avoir les règles au-delà de 55 ans. Si vous avez les règles au-delà de 55 ans, vous êtes exposé à un cancer du sein. Respectons les conseils des médecins et veillons à leur mise en application car la santé n'a pas de prix. Retour sur le plateau de votre émission, Nous les femmes. Si tu ne veux pas faire les enfants, ne fais rien. Vous l'avez entendu? Oui, je l'ai entendu. Je pense que ne rien faire, c'est difficile. C'est pas facile. Mais, bref, la contraception est une très bonne méthode pour une femme. Oui. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de protéger la femme. C'est-à-dire espacer les naissances. Oui. Donc, planifier vos enfants. C'est tout à fait normal. L'homme ne comprend pas que la femme produit les enfants, 6 enfants, 7 enfants, 10 et voire plus. Parce que l'homme ne sent pas les difficultés pour lesquelles la femme endosse pendant la gestation et même pendant l'allaitement. L'homme sait que la femme tchadienne doit produire, point. Elle devient une pondeuse pour d'autres. Et donc, la contraception, c'est pas ça. C'est préserver la santé maternelle, la santé de la femme d'abord. Il y a des préjugés qui disent non, en religion, on dit qu'il ne faut pas prendre les contraceptions. C'est archi faux. Est-ce que Dieu a dit que je vais sauter d'un étage en bas et que je ne vais pas mourir parce que Dieu va me protéger? Non. Si ceci peut préserver votre santé à vous, ne mettez pas votre santé en danger. Oui. Et donc, l'homme ne comprend pas. Et donc, les méthodes contraceptives, ça vise à protéger la santé de la femme d'abord et même la santé des enfants. Parce qu'il ne faut pas produire les enfants et puis les abandonner comme ça, à ne pas savoir les encadrer. Il y en a aussi la contraception qui est indiquée chez des femmes malades. Par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas le droit de concevoir. Il a une maladie donnée. Cette femme-là doit absolument prendre la contraception pour éviter. Une femme, par exemple, qui a eu une césarienne 4, 5, 6 fois, il faut préserver cette femme devant ce gros risque. Une femme qui a été opérée 2, 3 fois, vous dites non, ne faites pas la contraception. 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, elle tombe enceinte. Et l'utérus n'est pas bien consolidé. Vous mettez la vie de la femme en danger. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Ça, c'est un point pour lequel il faudrait que nous, les gynécologues, que ce soit les associations, essayent de lutter pour que les femmes soient autorisées à faire librement la contraception. Jusqu'à preuve du contraire, les femmes ne sont pas autorisées au Tchad. Mais si vous mettez des structures pour dire que non, venez, il y a les contraceptions, et que le mari refuse, le père refuse à ce que sa fille aille faire la contraception, on va dire non, la fille là, elle vient faire la contraception, elle n'est pas mariée, pourquoi elle va venir faire la contraception? Ça veut dire qu'elle est en train de faire la prostitution. Et donc, il faudrait faire comprendre d'abord les hommes. Il faut que le message soit destiné d'abord aux hommes, qu'ils comprennent bien. Donc le problème, c'est les hommes, ce n'est pas plutôt les femmes. Ah non, c'est les hommes. Parce que là, à travers le reportage, on a entendu des femmes aussi qui sont contre les contraceptifs. Bah oui, il y a des femmes qui sont contre, c'est vrai. Ça, c'est l'ignorance. Oui. C'est l'ignorance. Mais le message doit plutôt être destiné aux hommes, pour les obliger, pour les autoriser à permettre à leurs femmes d'aller faire la contraception. La femme, c'est facile. Tu lui expliques, voilà, il y a tel danger, tel danger, tel danger. La femme
peut vous comprendre, mais elle va décider d'aller faire la contraception. Non, il faut que je contacte d'abord mon mari. Camara, je suppose que vous êtes marié. Moi, je pense qu'il y a un grand problème d'information qui doit être partagé vraiment à tous les niveaux. Même déjà les responsables des cliniques privées, ils ont leur association, je pense qu'à travers laquelle ils peuvent porter le message pour que l'État puisse s'en prendre à travers le ministère de la Santé et puisse faire en sorte que le message passe pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand j'essaie de voir la vidéo et puis je prends aussi l'avis de médecin, je me dis que c'est vrai que les hommes sont, à la base, sont ceux-là qui refusent pour leurs femmes. Mais il y a aussi les femmes de l'autre côté qui disent que non, on ne prend pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'information et il y a aussi les pesanteurs socio-culturels et la religion qui pèsent. Donc il faut faire en sorte que les gens puissent se dissocier un peu de cet esprit-là qui les bloque et qui fait en sorte que le problème de santé... Vous êtes pour les contraceptifs? Je ne peux pas dire que je suis contre, je suis plutôt pour si ça aide, si ça fait en sorte que les vies se préservent. Mais il faut que les gens arrivent à faire la différence entre ce qui est important et ce qui est interdit. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de loi républicaine qui autorise peut-être les femmes à prendre des contraceptions. Mais tant que de l'autre côté, ce n'est pas réprimé, je me dis que ça va, ça peut se faire. Maintenant, il faudrait intensifier la communication pour que les gens puissent s'en dessaisir. Notre artiste. Je viens de regarder la vidéo là. Tout à fait. Et j'ai écouté la femme dire si tu ne veux pas d'enfant, ne fais rien. Alors j'aimerais d'abord dire que le mariage, c'est pas... C'est-à-dire, lorsqu'on vient t'épouser, on ne t'achète pas. C'est pas genre, je viens acheter une poule à la maison, mais écoute, toi, je t'ai acheté pour que tu puisses me prendre. Non, tu te maries d'abord parce que tu aimes la personne avec qui tu es en train de te marier, parce que tu as envie de partager ta vie avec cette personne-là. Donc, vous n'avez pas passé toute votre vie à faire des enfants. Ça, je suis pas d'accord. Donc, je pense que c'est un problème de non-prise de conscience. Mais également, il faudrait qu'il y ait la communication entre ces femmes-là qui voudraient utiliser la contraception et ces époux-là qui les empêchent de pouvoir prendre la contraception. Et je voudrais aussi dire que les femmes n'ont pas besoin je sais pas, de l'accord de leur époux pour aller à l'hôpital prendre des contraceptions, quoi. Si, quand même, hein, Bouchard. Ah non, je suis pas d'accord. Le mariage, c'est à deux. Oui, les questions se posent à deux. Mais les décisions se prennent à deux. Du moment où ils ne se rendent pas compte de la difficulté que la femme vit à chaque fois qu'elle... Par exemple, il vient de donner un exemple, il y a une femme qui a subi la césarienne 2-3 fois, mais son mari continue à lui demander de faire des enfants. Ça ne se fait pas. Si tu essaies de discuter avec ton époux et qu'il ne tient pas compte de l'importance de ta vie, je pense que moi je vais filer et aller à l'hôpital et prendre la contraception pour préserver ma vie. Ça se comprend. Pas parce qu'il veut pas, ok d'accord, parce que tu es mon mari, tu me dis non, c'est pas ça le mariage. Vous savez, les hommes tchadiens, une femme, il n'y a pas ce problème d'égalité. Point. Vous êtes ma femme. Vous êtes ma femme. Vous êtes soumis selon la loi divine. La femme doit se soumettre à son mari. Et c'est ce principe-là, religieux, que les hommes tchadiens se basent. Tu es une femme. Moi, la religion dit que la femme doit se soumettre à son mari. C'est ce prétexte-là. Donc maintenant, il faudrait que l'État essaie de faire disparaître ces préjugés. Il faut faire comprendre aux hommes que ces préjugés ne marchent pas. À supposer que c'est l'homme qui fabriquait ses enfants, qui accouchait, est-ce que réellement il va accepter? Non, je ne pense pas. Il ne va pas accepter. Je pense pas. Ils vont pas accepter. Parce qu'il ne sent pas. Non. C'est ça. Parce qu'il ne... Dans ce cas, la soumission, ce n'est plus de la soumission, quoi. Parce que si tu veux que je te sois soumise, il y a une certaine violence. C'est pas une violence faite à la femme. Équité, quoi. Moi, je pense que tu es plus d'esprit rebelle. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais attends. Mais il faudrait qu'il y ait de l'équité, il faudrait qu'on se communique, qu'il y ait le respect et tout ça pour que je puisse être soumise à toi. Mais si ma vie est en danger, non, tu continues de faire des enfants. C'est pas bon pour moi, non, tu continues de faire des enfants. Ça, ce n'est plus de la il faut savoir écouter la femme, à un moment donné, je pense. Quand il y a déjà cette communication et que les gens s'écoutent, on ne serait pas en train de parler de ça. Par contre, j'ai bien aimé le message du gynécologue tout à l'heure. Il dit, imaginez si c'était les hommes qui faisaient les enfants. Parce qu'à l'inverse... Je pense que même déjà avant d'arriver là, vous ne pourrez pas. Avant déjà d'arriver à si c'était l'homme qui faisait l'homme. Déjà les hommes, les bons, ceux qui s'occupent déjà du début à la fin du processus, déjà financièrement, les bons hommes n'accepteraient pas que les choses se fassent de cette façon.
Déjà, tout doit être mesuré, quantifié. On a besoin d'avoir des enfants qui soient bien éduqués, qui aient le temps de vraiment aller à l'école, qu'on ait le temps de les éduquer, de prendre soin d'eux. Déjà, ceci permet à ce qu'on puisse contrôler et faire en sorte que ça marche. Déjà, tout ce dont on est en train de dire, la grande partie retombe dans l'ignorance, et d'une partie même du mauvais apprentissage de la religion elle-même. Peut-être, voilà. Ça apparaît aussi. Voilà. Nous sommes ici, nous sommes tous des intellectuels. On comprend bien. Oui. Mais une analphabète qui est quelque part... Dans mon village, voilà, très loin. Même dans la capitale ici. Mais c'est vrai que même en capitale, on rentre ici, des cas... Elle n'a pas d'information. Pour elle, si vous dites non, il faut empêcher les enfants, mais il dit, mais vous êtes fous. Hein? Les religions vont dire, mais comment? Vous êtes contre Dieu. Dieu donne l'enfant et comment vous allez refuser? Justement. Et les gens prennent ces préjugés. Donc ça veut dire que ça nécessite une explication de fond en comble. D'abord du côté des hommes. Parce que si vous n'agissez pas sur les leviers hommes, vous allez échouer. Il faut maintenant revenir agir chez les femmes. Et donc déjà vous avez commencé la sensibilisation. Le message, les hommes religieux vont peut-être nous écouter pour permettre à leurs femmes d'aller faire le tri, parce qu'ils mettent leurs femmes en danger, ils sacrifient leur vie. Moi j'ai constaté déjà une femme qui a 10 enfants, 12 enfants, ils vont finir par avoir le cancer du col, le cancer du sein, le cancer du col. Et bien la femme décède, le mari va prendre encore une autre. Est-ce que c'est logique? Et il va être cabré derrière les préjugés que Dieu a dit non, 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 celui qui donne, alors il ne faut pas poser. Mais Dieu dit, mais quand tu es malade, il ne faut pas que tu te soignes. Il faut se soigner, docteur. Il faut se soigner. Alors, nous allons passer à la 3e rubrique, style de vie, où nous serons avec Camara. Et voilà, des belles images pour le plaisir de nos yeux. Ça fait du bien, hein? C'est ça. Agréable à voir. Ouais. La mode fait passer beaucoup d'informations. Vous appréciez plus, là, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, ah, mais c'est beau. Oui, je n'ai pas vu ça en image depuis, surtout de plus près. Oui. C'est ça. Vous revoyez un peu vos chefs-d'œuvre. Ah ouais, j'essaie de revoir ça tout vous ce dit qui quoi? s'est passé. Je suis fière de moi, Camara. Oh non. Je suis contente de ce que je suis contente. C'est un peu le fruit de plusieurs moments, plusieurs temps de travail. Bah oui, quand même. C'est en même temps beaucoup de fatigue pour transmettre beaucoup d'informations. C'est un sacrifice, hein, mais ça vaut le coup. C'est ça. Quand c'est beau, il faut l'apprécier. Hein. Soi-même dire c'est bien ce que j'ai fait. C'est ça. Même si on n'aime pas trop parfois. Moi, je voulais... Oui. J'ai vu les défilés, mais je n'ai pas vu des hommes. Je ne sais pas si ce n'est pas les défilés des hommes. Bon. En tout cas, les modes vestimentaires pour les hommes, c'est uniquement pour les femmes. Ah. Auquel cas, il faudrait peut-être donner un peu d'explication. Et c'est vraiment très heureux de constater. C'est quelqu'un qui a une très bonne initiative qui n'existait pas. Hein, et qu'elle a commencé pour le Tchad, c'est déjà pas mal. Et moi, j'aurais souhaité à l'avenir que les gens fassent un style propre aux Tchadiens, comme burkinabé. Vous voyez les burkinabés. Avec le faso d'Anfani. Et ensuite les béninois. Oui. Mais il n'y en a pas pour le Tchad. Et ça serait aussi bon. C'est vrai que peut-être que l'extérieur ne va pas bien concevoir, mais ça serait la spécificité de notre pays. Et donc je l'encourage, c'est formidable. Et qu'il faut penser aux hommes tchadiens.
Pensez aux hommes tchadiens. Je pense qu'ils travaillent plus pour hommes que pour femmes. Ah ouais. Après, les femmes sont toujours en avant quand on est sur des événements de mode comme ça. Mais même pour cet événement-là, je pense que j'ai travaillé beaucoup sur hommes, parce que j'avais déjà présenté les principaux codes vestimentaires à travers lesquels il faudrait montrer aux hommes comment s'habiller, comment être en fonction des circonstances. Et dans ça, nous avons parcouru un peu les différentes catégories de personnes, les différentes appartenances sociaux, en essayant de rester en fait sur les principaux codes vestimentaires. Donc les hommes, ils sont vraiment au centre de tout ce que nous faisons. Et le travail pour hommes, il est beaucoup plus précis, il demande beaucoup de minutie et beaucoup d'intelligence. Oui. Et chez la femme, vous pensez que c'est plus facile? Ça ne demande pas autant d'exigences, comme vous le dites? Chez la femme, c'est plus la morphologie, mais c'est beaucoup plus libre en termes d'expression. Ah ouais. Mais c'est les hommes, soit tu connais faire, soit tu ne connais pas. Et pourquoi ça? Oui, bon, parce que les hommes sont beaucoup plus alignés. Aujourd'hui, quand on essaie de voir, il y a quand même une démocratisation qui fait que les hommes, il y a maintenant plusieurs variantes, mais on sait que l'homme, il faut savoir tailler son pantalon. Ouais. Mais maintenant, plus on est en train d'avancer, plus on l'affine. Aujourd'hui, tailler simplement les pantalons n'est pas ça, on est maintenant sur slim. Alors que chez la femme, si tu connais déjà les rondeurs, tu connais les formes, tu connais les différentes morphologies, pour le reste, on est libre de s'exprimer. Tu vois, ouais. On est beaucoup plus libre dans l'expression. Même quand ça change un peu, ça va, ça devient une nouveauté. Alors moi, ce que j'arrive pas parfois à comprendre dans la mode, c'est un peu le style vestimentaire que vous adoptez. Il y a des tenues, ben, franchement, quand tu vas sur scène, moi je me demande est-ce que je suis capable de porter ça un jour. Mais c'est pas possible. Vous le faites juste pour montrer en fait votre créativité, ou vous pensez qu'on peut le porter en fait à tout moment? Bon, si vous étiez présente à cette édition de Vogue, dont l'objectif est d'enseigner un peu à la population tchadienne ce que c'est la mode sous différents angles. Donc, dans la mode, il y a les prêt-à-porter. Dans les prêt-à-porter, on sait que c'est des habits qui sont destinés à être portés et tout le monde porte. Oui. Donc, il y a plusieurs gammes de prêt-à-porter. Ça a commencé, je pense, depuis les années 50 et ça continue. Mais maintenant, la mode comme art, il nous permet de nous exprimer en tant que déjà praticien de métier, en tant que artiste, créateur. Mais déjà la mode, si on se réveille le matin, chacun individuellement dans sa chambre, tout ce qu'on fait en premier, c'est d'abord la mode, même avant d'aller se laver. On enfile un vêtement, on porte un soutien de gorge, on peut n'importe quoi, ça commence comme ça. Oui, oui. Donc nous sommes obligés de travailler un peu d'abord en ce sens. Après, il faut dire qu'il y a plusieurs disciplines qui attendent que la mode intervienne afin de faire quoi que ce soit. La salle est décorée avec des rideaux, c'est l'effet mode. Maintenant, si on dit qu'on a des acteurs de cinéma qui doivent s'habiller d'une certaine façon, c'est toujours l'effet mode. On a tous les arts de spectacle, autant pour moi, qui attendent à ce que la mode mette la main pour que ça fonctionne. Donc quand on prend notre ciseau, surtout quand on est dans un défilé pratiquement artistique, on s'exprime. On essaie de montrer combien on est capable avec l'aiguille et les ciseaux de pouvoir montrer la diversité et notre capacité à pouvoir faire ce que l'ordinaire ne peut pas. Ah, c'est surtout ça. D'accord. Je voulais revenir dans la même question. Oui. Sur les modes et surtout les accoutrements. D'autres sont faits de telle sorte que la femme, il y a une partie qui se voit dehors, par exemple un quart de tissu sur les fesses, tu vois pratiquement les cuisses dehors. Un quart de tissu. Et, bon, sûr. On parle de mini, c'est ça? Alors, il y a d'autres femmes, ils sont là, les seins sont dehors. Est-ce que ceci ne va pas susciter la réaction des religieux? Est-ce que dans la société, une femme qui marche à peu près demi-seins nus, arrivée au marché ou quelque part, les gens vont l'agresser? Ça existe. Et surtout, les religieux, ils sont tellement révoltants contre ces genres d'accoutrements. C'est vrai, on va dire que bon, c'est des nouveautés, la vie actuelle, il faut avancer. Mais il y a un certain nombre de principes pour lesquels les femmes doivent respecter. Parce que si aujourd'hui vous avez toutes les cuisses dehors et que moi un gars vient vous agresser, ce serait raisonnable parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles. C'est susceptible. C'est pas son droit, mais
Ce n'est pas son droit de le faire, mais c'est une manière de provoquer les hommes d'une manière ou d'une autre. Parce que vous faites l'habillement, c'est pour votre mari. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Vous vous habillez pour que votre mari vous apprécie. Donc à la maison, je dois porter tout ce qui est beau, rien que pour vous. Oui, bien sûr. Mais si vous allez dehors, vous voulez que tous les hommes vous regardent, en tout cas vous devenez charmante pour les femmes, pour les autres hommes. Est-ce que ça cadre? Mais docteur, on est là ce matin avec un peu de charme. C'est pas beau là? Ou vous aimeriez plutôt... C'est beau parce que nous on est cachés ici. On est cachés. On comprend encore, nous on est des intellectuels, on comprend. Je ne suis pas un extrémiste. Si je suis un extrémiste, je ne vais pas accepter que... Bouchra, je sais qu'elle brûle d'envie, elle veut parler là. Non, c'est plutôt moi qui... Je n'accepterai pas. Non, je vous le suis, je n'accepterai pas. Parce que ma femme porte des trucs avec des cuisses dehors pour aller au marché. Ça, je ne vais pas accepter. Et elle porte, je ne sais pas, le truc, les seins dehors. Est-ce que je vais accepter? Non. Non. Ça, je ne vais pas accepter. Je ne sais pas, c'est la voix du médecin. Ce n'est pas la voix du médecin, un homme qui donne son avis. Un homme qui donne son avis. Jaloux? Non? Normal? Peut-être. Bouchra? Il n'y a absolument pas de raison pour un homme de venir agresser une femme sexuellement ou la toucher, donner une fessée ou toucher les seins parce que, écoute, tu as porté des habits comme ça, tu as laissé des cuisses dehors, donc il faudrait que je te touche. Ça, je ne suis vraiment pas d'accord parce que c'est vraiment pas une raison. Oui. Et moi, je ne me fais pas belle pour la personne que j'aime ou pour la personne qui m'aime, non. Je me fais belle d'abord pour moi, parce que j'adore m'habiller, parce que j'aime les belles choses comme toutes les femmes, parce que voilà. Donc, voilà un peu ça mon avis quand je suis vraiment... Parce qu'on aime ce qui est beau, comme Camara. Voilà. Camara aime ce qui est beau. Moi, je pense que c'est bien que les docteurs ils puissent déjà parler de ça. Depuis longtemps, les religions ont enseigné la décence. Et c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut être habillé, mais vraiment de la tête aux pieds. Tout doit être couvert. Tout à fait. Maintenant, quand on est habillé, on est habitué à voir tout le monde décent, que tout est fermé. Les jours où ça s'est ouvert déjà, nos yeux découvrent quelque chose d'étranger. Oui. Et du coup, le fait que ce qui est toujours emprisonné là soit libre aujourd'hui, ça attire. Bien vous sûr. voyez un peu. Ça tente, hein. Ça, maintenant, je vais essayer de balayer ça d'un coup pour déposer tout ce que le docteur a dit d'un côté. Oui. Je reviens vraiment à la société tchadienne originale. Je ne suis pas vieux, hein, mais après les années 90, avant que le grand marché ne soit cassé, j'avais l'habitude d'aller au marché, mais tout petit. Je suis musulman, mais je voyais des femmes arabes qui venaient au marché vendre du lait, mais qui ont juste un morceau de pain ici. Les seins étaient dehors. Mais je ne voyais personne les agresser. Non, hein. pas du tout. Quand je descends vers le sud, mes parents moussaient, elles sont complètement nues. Oui. Mais personne n'agressait. Non. Les hommes aussi étaient torse nus. Oui. Ça circulait dans les marchés, mais ça ne faisait vraiment déranger personne. Pas du tout. Maintenant, si on essaie de faire la comparaison entre les deux, qui est-ce qui a créé le problème? Est-ce que le fait que tout le monde était décent pendant un certain temps, ou bien lorsque les gens étaient nus, presque tout le monde était mais vraiment nu, et que ça ne dérangeait personne, qui a créé le problème? J'essaie de parler vraiment de façon terre à terre, hein, c'est pas scientifique. Bien sûr. Donc on sait là où le problème est. Mais maintenant nous sommes dans une société qui avance, mais très vite. Bien sûr. C'est-à-dire cette décence-là que les gens couvrent, qui met un peu les gens en prison là, quand quelqu'un est en prison, il veut sortir. Mais déjà en dehors de nous qui essayons de faire encore le travail au début ici au Tchad, il y a d'autres qui font ça vraiment beaucoup plus rapidement. Et l'effet mondialisation, c'est pas seulement N'Djamena, ça prend tout le monde. Et plus ça prend, plus ceux qui veulent que les gens se couvrent là, ils vont voir les gens dénudés, mais chaque jour. Donc je me dis que le problème il est là. Il ne faut pas limiter la création, il ne faut pas limiter les expressions, il ne faut pas emprisonner. On a ce problème-là, on ne trouve les Tchadiens nulle part, surtout sur le plan culturel, parce qu'on s'enferme. On ne s'enferme pas parce qu'on est les meilleurs, hein, parce qu'on est vraiment les bons religieux. Oui. On est peut-être même les pires, parce qu'ici au Tchad, on tue. Ici au Tchad, on viole. Ici au Tchad, on corrompt. Ici au Tchad, on fait tout ce qui est plus mauvais que le fait de porter un morceau de tissu. Il y a vraiment un grand combat à faire ailleurs. Le vrai défenseur des femmes est là. Alors nous allons passer à la dernière rubrique entre nous. De nos jours, les femmes sont de plus en plus matérialistes. Vrai ou faux?
Il y a certaines femmes qui se battent, mais la majorité, ce sont des matérialistes. Il y a certaines filles qui ne veulent pas faire des efforts. Ils attendent tout de l'homme seulement, ou bien leurs copains, ou bien leur mari les amènent. Mais dans les rues, quand nous sortons au marché, il y a aussi des femmes qui nourrissent leur famille. Elles sortent le matin, elles viennent au marché, elles vendent les choses et tout ça. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui sont des matérialistes. Elles ont un peu raison, parce que les crises, on a beaucoup connu des crises qui peuvent entraîner même les femmes à devenir n'importe quoi. Donc ça, on ne peut pas leur donner quand même faute entièrement. Moi, je trouve que c'est les hommes même qui font que les femmes deviennent matérialistes. Avant d'aller courtiser une fille qui va devenir sa femme, il lui donne 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Arrivé au foyer, pour trouver 1500 000, c'est sûr que la femme va... Ça dit c'est un problème de l'éducation. Le matérialisme, là, c'est de part d'autre chez les hommes, tout comme chez les femmes. Il y a des femmes qui aiment le matériel, il y a des hommes qui sont humanistes. Il y en a, et dire qu'elles sont... C'est la misère aussi. Vous voyez les filles de Dombolo là, c'est la misère, il n'y a pas le boulot. Les femmes d'aujourd'hui ne se comportent plus comme nos mamans entre-temps. Parce que la majorité foule déjà la tradition au pied. Entre-temps, quand les hommes faisaient le choix, c'était par rapport au comportement des filles, par rapport à la famille, tout ça. Mais de nos jours, dès que tu t'approches d'une fille, c'est peut-être par rapport à sa beauté. Mais qu'est-ce qui fait sa beauté? C'est le matériel. Donc, on peut vraiment dire que les femmes de nos jours sont matérialistes, même si parmi elles, il y a quelques-unes qui font d'exception. D'une part, je dis aussi que c'est vrai parce que la conjoncture sociale a fait que de nos jours, n'est-ce pas, pour subvenir à ses besoins, la femme est obligée de tout faire, n'est-ce pas? C'est une pratique qui n'est pas bonne. Mais les conditions sont difficiles et elles sont obligées de passer par là. Ce sont des faits réels de la société et on ne peut pas dire le contraire, c'est une réalité. C'est vrai, de nos jours, les femmes deviennent de plus en plus matérialistes. La place de l'amour n'existe pas de nos jours. D'autres se permettent même juste à se prostituer et puis faire au-delà en fait. À première vue, elle te voit peut-être comme ça, tu as une moto ou bien un tel truc comme ça, elle voit directement l'argent. Les avis sont partagés. Hein? La question que je me posais, c'est quand ils disent les femmes sont matérialistes ou de plus en plus matérialistes, ils le disent sur quelle base exactement? Oui. Parce que moi, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles. Et s'il y a une conclusion que j'ai tirée en ce qui concerne le matérialisme et tout ça, les hommes aiment, tout le monde aime ce qui est beau, tout le monde aime les belles femmes, les beaux habits, tout le monde aime ça. Donc pour avoir ça, il faut dépenser. Donc je ne dis pas forcément qu'il faut toujours aller vers le mari. Écoute, j'ai besoin d'argent pour prendre soin de moi ou pour acheter du crédit ou pour faire ça. Non, pour ça, je pense que je travaille et je peux bien prendre soin de moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont tendance à toujours vouloir tendre la main pour pouvoir prendre soin d'elle et tout, mais elle a reconnu qu'il y a quand même quelques-unes qui sont matérialistes. Oui. Au fait, moi, je dirais que c'est d'abord un problème d'éducation. Il a très bien noté. Parce qu'une fille qui est bien éduquée chez elle, elle n'est pas tentée d'aller approcher un homme pour demander de l'argent ou bien se faire 2, 3, 4 copains. Et là aussi, ça ne suffit pas à l'éducation. Ça ne suffit pas. Si aujourd'hui j'ai une fille pour qui je ne donne rien, elle va à l'école, elle va au lycée, elle va à l'université, elle voit toutes ses copines sont bien habillées, qu'est-ce qu'elle va penser? Où est-ce que vous trouvez de l'argent, vous? Oui. Qu'est-ce qu'elle va dire? Mon papa ne me donne pas l'argent, mais comment je vais faire pour devenir aussi belle que les autres? Mais elle sera tentée. Elle sera tentée d'approcher les hommes pour avoir cet argent.
On a des femmes qui font cirer les chaussures. Oui, quand même. C'est déjà un pas. Oui. Donc, en tout cas pour confirmer, il n'y a pas seulement que rester pour avoir l'argent chez les hommes, mais travailler. Pour que tout marche, il faut que quelque part, que quelque chose sorte. Et cette chose qui sort s'appelle de l'argent. Hein, déjà, si on dit que les femmes sont matérialistes ou non, moi je pense que tout le monde dans un premier temps est matérialiste. Maintenant, il faut juste arriver à quantifier en fait ce désir ardent du bien matériel. Tout à fait. Sinon, si aujourd'hui je sors avec ma culotte et que je marche, il faut dire que quelque part, même si tu es bien, tu es beau, on ne va pas te compter. C'est-à-dire qu'il faut que le matériel y est. Maintenant, il y a des femmes qui exagèrent un peu, qui cherchent tout simplement là où il y a d'argent. Même si elles vont cumuler 10 garçons, il faut que celui-là et celui-là et elle veut se tailler un iPhone aujourd'hui, elle veut se tailler une voiture demain. C'est en ce moment que je juge. Mais en fait, les femmes sérieuses qui veulent avoir un garçon qui a juste le minimum indispensable pour vivre, moi je me dis que ça tombe seulement dans le juste milieu, dans l'équilibre. D'ailleurs, je ne conseillerais pas aux femmes d'aller chercher les gars qui ne peuvent même pas prendre soin parce que c'est important. Si elle est vilaine, on n'allait pas s'approcher. C'est une très belle conclusion. Moi, j'aime ça. Un peu de détente. Nous allons regarder un clip, écouter de la bonne musique. Voilà, très belle chanson. Elle est connue, hein, cette chanson. Moi, j'ai passé ma vie à écouter juste la chanson. J'ai jamais vu le clip. Franchement, je trouve que le clip est vraiment beau, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas vu le clip. C'est la première fois que je voyais ça. Mais c'était une chanson, franchement, qui a bercé, ouais. Ça parle de l'Afrique. Je vois la vie, chacun dans son monde. Donc, voilà, elle chante avec ses tenues dénudées, c'est tranquille, c'est easy, elle n'est pas extravagante. C'est tranquille, ça ne gêne personne.